Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode de Dribble où aujourd'hui nous allons parler du match au sommet, ou presque au sommet de la Serie A qui s'est déroulé dimanche soir entre la Roma et le Napoli, plutôt Napoli et Rome puisque le match a eu lieu à Naples. Ensuite on parlera un petit peu de Maradona bien sûr. Ensuite on parlera bien sûr des prochains matchs de Champions League. On fera un petit tour par le Japon parce que là-bas il y a une nouvelle règle. On va voir ce que notre ami Momen en pense. Et enfin, on terminera par la Super League comme d'habitude. Mais un nouveau venu aujourd'hui dans Dribble, l'homme Maradona. Momen, a.k.a. Momen. Allez, go. Avec un maillot magnifique Maradona 86. 86. Extraordinaire. La fameuse main de Maradona. Ouais, exact, la main de Dieu. La fameuse main de Dieu. Bien sûr, tu savais que l'arbitre était tunisien sur ce match. Et ben voilà. On arrive toujours à toujours tunisien. Toujours. Ça va bien, Momen? Ça va et toi? Tranquillement? Quoi de Ouais, neuf? super. Bah écoute, nickel. Hein. La forme? On s'est régalé. Il y a eu du foot ce week-end. T'as passé un bon week-end? T'as regardé quoi ce week-end? Bah justement, je me suis fait le Napoli-Roma, bien sûr. Napoli et Rome. Après, on a un petit On peu avait des suivi, devoirs. Exactement. On devait être calé pour ce soir. Mais après, non. Après, on a un peu regardé ce qui s'est passé, notamment Servette-Lausanne. le grand derby du lac. Derby du lac de Schneef. Et puis, bah, malheureusement, pas la victoire. Mais on a vu des belles choses quand même. On a Du vu des belles Servette. choses. Au moins, on termine sur une bonne note avec ce but en fin de match pour le Servette. Ça, on aime. Ça, on aime beaucoup. Est-ce que t'as vu d'autres choses? Barça joue ce soir. Nous enregistrons lundi soir. Donc, le Barça ce soir c'est contre pour plus tard. Girona. Ça aussi. Va falloir confirmer parce que le Real a gagné. Et s'ils veulent reprendre la tête de la Liga, ils doivent assurer chez le voisin. Il y a une belle une belle course entre le Real et le Barça comme souvent, hein, mais on n'a pas beaucoup parlé de Liga cette année. Hein. On a fait 1 ou 2 épisodes, on y reviendra là-dessus. Mais, à l'occasion. À l'occasion, bien sûr, à l'occasion du Classico certainement. Ça c'est clair. Qui C'est arrive, le moment où ça fait parler partout dans le monde. Bien sûr. Non, on a décidé de parler de Napoli-Rome aujourd'hui. On va parler du match. Et d'abord le contexte, la Roma et le Napoli étaient 3e et 4e. Exact. Même Milan était à égalité avec le Napoli avec 50. Non, qu'est-ce que je dis? Milan avait un point d'avance. Bref, Naples était 3e et la Roma 4e. Si la Roma s'imposait, la Roma pouvait passer devant Naples au goal average. Je crois qu'en Italie, c'est les confrontations directes. Ouais, comme l'année dernière, c'était l'année dernière, il me semble, avec l'Inter-Naples, où c'est jusqu'au bout. On a cru avoir ce fameux match décisif supplémentaire qui n'a pas eu lieu, mais ça aurait été magnifique de voir ça. Et dans un sens, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, pour terminer un championnat. Vraiment, ça aurait été vraiment mérité s'il y avait eu cette confrontation. Le vainqueur aurait été largement mérité quoi, sur un dernier match coup près. T'imagines, tu te fais 36 matchs. Et à la fin, tu gagnes pas. Et il te faut encore que tu tapes un. et tu joues toute ta saison sur un match final. C'est vrai que pour les équipes, ça aurait été un peu difficile. Pour les spectateurs, c'est kiffant. Mais... Pour nous, ça aurait été magnifique. Et je pense que pour le produit de la Serie A, ça aurait été quelque chose de très, très, très fort. Parce que c'est vrai que la Serie A, elle revient bien depuis quelques saisons. Elle reprend de la superbe. Mais elle avait une image un peu vieillotte et un peu dans le dur. Donc je pense que ça aurait été une vraie promotion de la Serie A s'il y avait eu ce type de match coup près pour décider du titre. Clairement. La Serie A, on en parle. On dit souvent que c'est un championnat qui est un peu plus lent que les autres. D'où par exemple Modric peut encore éclater la ligue de son talent. Mais... Ouais, c'est un championnat qui a ses codes, on va dire, avec ce jeu rythmé, ou peu rythmé. Mais plutôt... allié à cet esprit de il faut être tactiquement en place, et c'est vraiment le propre des équipes italiennes et de ces grands coachs italiens qui font perdurer la légende de la Serie A par ce biais-là. Bien sûr. L'Italie, ça a toujours été un grand club de révolution un grand pays de révolution tactique. On pense à Sacchi. On pense même à le 3-5-2 de Conte, comme quoi finalement c'était quelque chose de frais au moment où il arrive avec ce système. Le Catenaccio, bien sûr. Le fameux Catenaccio. De toute façon, les révolutions tactiques viennent souvent d'Italie ou d'Allemagne.
Ou d'Écosse. Ou d'entraîneur écossais, du moins. Ouais. Tu penses à qui? À Sir Alex? Sir Alex. Et il y en a eu d'autres dans l'histoire. Ouais, il y en a eu d'autres. Ouais, mais dans le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est plutôt les Écossais qui se posent plus de questions sur la tactique que vraiment les Anglais. Les Anglais, c'est gros ballon. Ah, c'était Ça a changé maintenant. Le fameux kick and rush. Mais ouais, le kick and rush. Mais ouais, après, bah écoute, justement, c'est bien qu'on en parle. Et on peut peut-être démarrer comme ça sur ce match du Napoli contre la Roma. Avec ceux qui sont justement amoureux de ça, et bah, ils avaient le droit à une belle confrontation entre deux grands tacticiens ou deux grands coachs que sont Antonio Conte pour le Napoli et puis Gasperini pour la Roma. Qui, je pense, est un bon profil pour cette équipe sur la durée. Je pense que c'est un profil intéressant. Gasperini, toujours friand de 1 contre 1. En tout cas, à l'époque de l'Atalanta, peut-être un peu moins avec la Roma maintenant. Ouais, bah, en tout cas, c'est vrai qu'il a marqué les esprits à l'Atalanta. Il a vraiment stabilisé cette équipe jusqu'à arriver au bout avec cette Europa League. Ouais. Et c'est fou dans un sens, fait, hein. C'est extraordinaire. Et moi, je suis content pour ce type de coach qui depuis tout en bas, a repris une équipe qui reste quand même une belle équipe de Serie A, mais qui avait un peu ses difficultés. Et puis, il a amené de la stabilité. Et au-delà de ça, derrière, il a imposé sa patte. Et tout le monde était amoureux de regarder l'Atalanta jouer. C'était vraiment un kiff de les voir. Ouais. Et je pense que... Et on espère, dans un sens, qu'il va amener ça à la Rome. En tout cas, les supporters de la Roma, ils espèrent énormément avoir trouvé le bon coach pour eux. Et à mon sens, sur le papier, c'est intéressant de l'avoir. Clairement. Moi, j'avais dit dans l'émission preview que la Roma allait être champion. Mais bon, je pense que je me suis trompé. Tu t'es... Je me suis mouillé. Tu t'es mouillé, par contre. Bah, t'as bien joué le jeu, là. Bravo. Mais je pense pas qu'ils iront au bout quand même. L'Inter, non, ça va être trop compliqué. Fort, hein. Ça va être trop compliqué. Mais comme on disait, tu vois, juste tout à l'heure, il a quand même fait presque 10 ans à l'Atalanta. Et c'est un coach qui a vraiment appuyé... et imposer sa patte dans son club à l'Atalanta. Et il a mis l'Atalanta sur la carte de l'Europe quand même. C'est vrai. Ouais, c'est clair. Depuis, l'Atalanta joue régulièrement la Champions League. C'est vrai. Ils ont gagné une Europa League. Ouais, c'est pour ça que je parlais qu'il avait petit à petit imposé son style et amené une régularité et justement une forme d'excellence à ce club. Parce que c'était un club de milieu de tableau, un club correct. Mais comme tu dis, il l'a mis sur la carte de l'Europe et c'est pas juste aller régulièrement en Coupe d'Europe, c'est aussi performer et proposer un beau football. Et franchement, je pense que tu avais du plaisir à regarder l'Atalanta jouer, quoi. Clairement. Je me souviens d'un Atalanta Paris Saint-Germain à l'époque du Covid en Champions League, quart de finale. Il est chaud celui-là, je crois que c'est quart de finale. Puis de Choupo-Moting qui sauve le Paris Saint-Germain. C'était tu parles pour le Final Four. Ouais, à l'époque, sur le Final Four, ouais, exact, ouais. Entre autres, après, il y a la masterclass en finale contre Leverkusen, je crois. Leverkusen qui a perdu aucun match cette saison-là. Jusqu'à perdre ce match en finale avec le Leverkusen de Xabi Alonso. Et de Granit Xhaka. Ouais, ça y est, c'est fait. On a cité Granit Xhaka. Grande Capi. Ouais, c'est vrai, c'était redoutable. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui donnaient Leverkusen vainqueur de cette moi, le premier. Hein. Ouais, moi aussi. Et en fait, c'était une leçon tactique et un rouleau compresseur. Complètement. Et c'était incroyable. C'était incroyable comment ils se sont fait laminer par la classe de l'Atalanta et des joueurs comme Lookman qui sont juste des pépites. Ouais, clairement. Juste avant qu'on passe au match, je voulais juste rappeler qu'au match aller, Naples s'est imposé 1-0 à Rome. C'était le 30 novembre 2025. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. C'est clair. Et donc, comme tu dis, c'était une belle opposition de style entre deux coachs ma foi, très intéressants en Italie, qui ont leurs idées de jeu bien actées. Et, parce qu'en face, il y a Antonio Conte. Antonio Conte, on ne présente plus. Hein. Il a fait beaucoup de clubs, il a eu beaucoup de succès même avec la Nazionale. Ouais, et puis c'est même un coach italien qui a réussi à l'extérieur aussi, quand même, avec la première ligue et Chelsea. Avec Chelsea, un peu moins avec Tottenham, mais quand même. Ouais. J'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de coachs qui réussissent avec Tottenham. Dire que c'est Turkoglu, il s'appelle celui qui a gagné l'année dernière avec. Ange Postecoglou, pardon. Ange Postecoglou, qui, par son nom, est australien. Donc exact. atypique. Il doit certainement avoir des origines turques.
Je crois grec peut-être. Ou grec. Je pense grec plutôt. turc, Ouais, il faut regarder, mais plutôt grec, il me semble. Ouais. C'est la région. C'est des noms à consonance gréco-turque. On va dire ça comme on ça. va dire ça comme ça. On s'en sort comme ça. Voilà. Hop. Un dribble et on un dribble avance. côté gauche et on arrive sur la composition Magnifique. du l'AS Roma qui joue à l'extérieur. On a aux Romains qui joue en 3-4-2-1 avec Svilar dans les buts, une défense à 3 avec Ghilardi, Ndika et Mancini, à gauche Wesley, le Brésilien, à droite Selic, au milieu Cristante et Pizzilli, devant Pellegrini et Zaragoza, et en attaque le numéro 14 Malone qui fait beaucoup de dégâts depuis qu'il est arrivé à la Roma. Peut-être la pièce manquante pour eux, ou en tout cas, pour le moment, c'est le cas. On va voir sur la durée. Mais pour le moment, des débuts totalement réussis. Ouais, ça fonctionne bien. Côté Napoli, on avait un classique 3-4-2-1 avec Milinkovic-Savic dans les buts. Une défense aussi à 3 avec Ramani, Buongiorno et Bekema. Sur les côtés, Spinazzola et Gutiérrez. Au milieu, Elmas, le Macédonien, et Lobotka. En attaque à gauche, Vergara, pardon, comme Sofia. Bisous à elle, si elle nous écoute. Sûrement qu'elle t'écoute. Sûrement. À droite, Politano. Je la vois bien friande de cette émission. Complètement. Moi, j'écoute toujours Dribble. Tous les matins. Ouais. On a le podcast préféré de Sofia Vergara. Et en attaque, bien sûr, Rasmus Højlund. Du classique, j'ai envie de te dire. Presque, ouais, du classique. Ouais. À Napoli. Voilà, donc c'était une belle opposition de style et on l'a vu quand même, mais peut-être pas dans le sens où on s'y attendait. Quoique, est-ce que tu as été surpris par le match que tu as vu ? Honnêtement, j'ai trouvé un match. Je te dis directement. Ouais, vas-y, on met les pieds dans le plat. Je suis pas un grand fan de Serie A de base. Et c'est pas le championnat qui m'attire le plus. Ouais. Je t'ai donné des devoirs, je suis désolé. Hein. Non, mais on aime le foot. On aime le foot. C'était pas une punition. La punition, c'était Lugano Servette. Ouais, là, c'était une purge. C'était dur, celle-là. Mais sinon, à ma surprise, ça a été un match de foot intéressant. Et, avec du rythme et vraiment une équipe de Napoli qui a essayé de jouer, mais qui a été beaucoup dérangée par le système de Gasperini, une équipe qui a essayé de chercher haut, qui a été très dans l'intensité, qui n'a pas beaucoup laissé jouer le Napoli, et qui n'a pas réussi à installer son jeu à l'image d'un Højlund qui touchait pas énormément de ballons dans des bonnes situations. C'était compliqué pour lui. Donc on n'arrivait pas à l'alimenter. Politano qui a aussi été peu en vue. Et je pense que c'est vraiment dû à ce style très agressif et très engagé de la Roma qui voulait chercher haut et faire mal et gagner les ballons. Ils sont allés les chercher, ils sont allés les chercher très très haut, les Romains, Gasperini style, j'ai presque envie de te dire. Ouais, exactement. C'est chacun ça. son mec et on le tient. Avec intensité et ça s'est vu. Encore une fois, c'est comme tu dis, c'est vraiment la patte Gasperini. Ça va payer pour la Roma parce que ils vont marquer très tôt. Ils vont marquer très tôt. Et c'est peut-être aussi ça qui va conditionner en fait un peu le match, dans le sens où dès le début du match, en étant mené, le Napoli devait faire quelque chose, devait pousser pour aller égaliser. C'est clair, en plus avec le fait qu'on démarre ce match avec deux équipes qui sont très proches au classement. Tu sais que si la Roma gagne, elle te recolle. Ouais. Donc ça relance ce championnat et ça relance sur ses places européennes. Donc, il y avait quand même un peu de pression quand Naples se fait prendre ce premier but du sang par Malone avec un super ballon de Brian Zaragoza qui a fait vraiment une belle première mi-temps et j'ai même été surpris par la suite de ne plus le revoir en deuxième. Mais bon. T'as une petite blessure, il sort. Je sais pas, de ce que j'ai regardé, j'ai pas forcément vu. Il sort pour Mathias Soulé. Ouais, je sais pas si c'était blessure. Que j'ai dans mon petit gazon. Voilà, c'est ça. Mais peut-être. Je sais pas. En tout cas, il a fait plutôt une première mi-temps intéressante et puis il délivre un super ballon avec Malone qui prend de vitesse la défense et qui a plus qu'à ajuster Milinkovic, Savic d'une frappe limpide, on va dire. Limpide. Et efficace. Net. Voilà.
Le Napoli qui va sortir un petit peu, mais qui va quand même finalement égaliser. Ouais, avec l'ancien de la maison de l'AS Roma, l'ancien qui se rappelle au beau Spinazzola. souvenir, ouais, Spinazzola, avec une frappe qui est légèrement déviée, qui trompe le portier Svilar, qui peut pas Cette grand-chose. vitesse-là, Ouais, ça va très petite vite. déviation, Ouais, c'était foutu pour le gardien. c'est ce qui se passe, tu regardes le ralenti, Ouais. pas grand-chose. Frappe vraiment puissante, bien jouée de la part de Spinazzola, qui a été un peu un des seuls joueurs du côté napolitain à s'être sorti de ce match, parce que dans l'ensemble, ils sont un peu passés à côté de leur match, les Napolitains. Ils ont eu du mal. Ouais, ils ont vraiment été bousculés. Franchement, moi, si je dois garder une impression générale sur ce match, je pense que je suis côté de la Rome. Tu mènes 2 fois au score. Tu fais un match vraiment plus engagé, plus déterminé. Et malheureusement, à la fin, tu ne ressors pas vainqueur. Donc la déception, elle est un peu côté romaine, au-delà du classement, qui accentue encore plus cette déception. C'est vrai qu'ils ont tenu leur match, les Romains. Ils ont été, ils ont fait leur match. Ils ont été, j'ai envie de te dire, appliqués. Ils ont appliqué les consignes. Mais pour moi, il y a eu le factor X et ça va venir plutôt en deuxième mi-temps. Bon, d'abord, il y a la Roma qui va prendre l'avantage. Je voulais juste m'assurer si c'est avant l'entrée d'Alisson Santos ou pas. C'est, je crois, juste avant. La Roma prend l'avantage à la 71e minute sur un penalty. À un moment où, de nouveau, moi j'ai l'impression que Naples avait la balle, Naples essayait sans vraiment y arriver. Mais par contre, la Roma, eux, dès qu'ils arrivaient vers l'attaque, dès qu'ils arrivaient à se procurer des occasions, c'était tout de suite dangereux. Ouais, et puis ils ont un jeu direct, la Rome, qui fait super mal. Et justement, on voit sur l'action du penalty, c'est Wesley qui se fait attraper. C'est Wesley qui se fait attraper par Ramani, qui a été dans le dur. Lui, ça a été vraiment le joueur. Si on doit en citer un côté Naples qui a été dans le dur, c'est bien Ramani qui a été dans le dur. Malone, il a fait des dégâts. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est intéressant avec Malone, c'est que c'est un joueur qui va à 2000 à l'heure, c'est extrêmement rapide. Puis avec ce type de jeu où ça court vers l'avant, il est super utile. En plus, pour il est costaud, le garçon. Hein. Enfin, je trouve. Il est difficile à bouger, même dans les airs, sur les têtes, sur les duels. Enfin. Je pense que c'est pas rien quand tu fais un passage en première ligue. C'est vrai. Tu es obligé d'être physique. Là, on le voit, par exemple, des exemples tout bêtes. Les Florian Wirtz qui ont un peu du mal en Bundes, je veux dire en première ligue, qui se baladaient en Bundes. On voit que pour le moment, il a besoin de bosser physiquement et de prendre du muscle et de la puissance. Ce que Malone a. Et puis, comme tu dis, c'est un joueur véloce qui est capable de faire mal par sa vitesse dans le dos. Et c'est ce qui s'est passé avec le jeu en plus de Gasperini, c'était tout bénef. T'as l'impression que le fit est parfait, enfin le match est parfait entre le style de jeu de Gasperini et les qualités de Malène, avec le style aussi. Ça profite totalement à Malène, et puis je trouve que justement ils ont un peu eu du mal, l'équipe du Napoli, de gérer la profondeur, et puis ils ont été en difficulté. Dès que Malène partait dans le dos, c'était tout de suite dangereux. Donc c'est un peu le truc. En même temps, tu essaies de sortir et de reprendre un peu confiance, d'essayer d'un peu d'aller déranger l'adversaire plus haut, mais en même temps, tu t'exposes quand tu as des mecs aussi rapides. Surtout quand tu as des joueurs derrière qui sont pas non plus des foudres de vitesse. Tu vois, justement, si on cite Ramani. Il y a Buongiorno et Bekema qui composaient la défense. Ramani, d'ailleurs, qui va sortir à un moment dans le match. Ouais, mais il avait un jaune. À quel moment il sort, l'ami Ramani? Il sort certainement après le penalty, je pense. En tout cas, il a vraiment pas sorti un match digne de ce qu'il était capable de faire. Ouais, il était dans le dur. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais si on revient sur Malène et la Roma, pour le moment, ça match plutôt bien pour le moment. Et c'est vrai qu'il a un départ canon avec l'équipe. Ouais. Il marque à tous les matchs. Ouais, je crois qu'il a 5 buts sur 5 matchs, je crois. Ouais, donc, là, il met un doublé en plus. Donc, je crois que c'est ça, ses stats actuellement. Donc, ouais, c'est un démarrage fort. Tonitruant et c'est dingue, quoi. Donc, tant mieux pour la Roma. Ils ont trouvé peut-être le profil qu'il fallait devant et qui correspond au jeu. Ouais. Donc, voilà. Dans ce match, je pense que le moment clé, c'est l'entrée du coup de Alisson Santos. Le Brésilien qui vient de Sporting.
aussi tunisien, je la place, toujours. qui lui rentre, il est rentré à la 70e minute à la place de Ramani, justement. Mm. Et c'est lui un peu qui va un peu dynamiter l'attaque de Naples. Il va provoquer, il va créer du danger, il va faire des centres. Ouais. Et c'est à partir de ces mouvements que Naples va être plus dangereux. Ouais, totalement. Et c'est un joueur créatif En que plus, je connaissais pas vraiment et que j'ai appris à découvrir sur ces quelques minutes. Et franchement, il a fait une entrée qui, comme tu dis, a redynamisé le front de l'attaque du Napoli. Et c'était assez... à l'image de son but, où vraiment on a vu déjà ses qualités. de vitesse, de dribble, très bon balle au même pied, de passe. Facile. Et cette qualité, comme tu dis aussi, de jeu vers l'avant, de passe, il a été bon. Il a vraiment dynamisé l'attaque. Et à suivre, hein, c'est son premier but justement avec le Napoli. Ouais. Là, je pense qu'il donne une belle image. Et puis, je crois que là, les supporters du Napoli, là, ils ont un nouveau petit gars. Après Osimhen, on connaît la passion de Naples. Dès qu'ils aiment un joueur, c'est à outrance. C'est un peuple de passionnés. Je vais te dire un truc. Je sais pas si t'es déjà allé toi à Napoli. J'ai pas eu cette chance. Il faudrait que j'y aille. Moi, je suis allé à Naples. J'ai jamais vu une ville vénérer un être humain comme Naples vénère Maradona. Ouais. Je veux dire, il y a plus de portraits de Maradona que du Christ, et c'est une ville très croyante. C'est vrai. On est dans le sud de l'Italie. Je te jure, il y a plus de portraits de Maradona que du Christ, et vraiment, j'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai pas fait le monde entier, hein, mais j'estime avoir pas mal voyagé en Europe, un peu moins dans le reste du monde. Ouais. Franchement, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça. Bah, tu sais quoi, je te dirai à l'occasion si quand une fois tu vas et je te dirai le comparatif avec Buenos Aires et l'Argentine. C'est vrai que Buenos Aires, c'est vrai que toi par contre elle est à Buenos Aires. Ouais. Est-ce que Maradona il est aussi vénéré comme... Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable la ferveur que... C'est parfait parce que toi tu auras le comparatif après avec Naples, mais je te jure que Naples c'est un truc de ouf. Je sais pas comment c'est à Naples, mais en tout cas en Argentine c'est incroyable. Et t'as juste à les entendre parler bah, tu vois, par exemple, je vais te faire un truc comme un Argentin, j'allais te dire Diego. Ouais. Et il appelle Diego. Diego et la tota. Comme si Diego Maradona, il était de ta famille, quoi. Tout le monde parle de lui avec une tendresse, un truc, c'est incroyable, quoi. J'ai eu les petites anecdotes comme ça, tu vois. J'ai même eu la discussion avec un taxi qui, tu vois, avec mon petit niveau d'espagnol, qui s'est un peu foutu de moi, entre guillemets, parce que je parlais pas bien. Et puis, il a fallu qu'on parle de Diego Maradona. Et c'est parti. C'est parti, Et puis, à la fin, presque, on est devenus meilleurs amis, quoi, tu vois. C'est fou. Puis, c'est dingue, quoi. Il est plus là, mais il est là à jamais, quoi. C'est incroyable la présence qu'il a. Et puis, bah, Naples est aussi porté par ça. Maradona a porté Naples, la ville du Sud, pas petite. La ville du Sud, toujours méprisée par le Nord, qui pour une fois gagne, et c'est grâce à Maradona. Et puis, bah, voilà, la légende est née, et c'est vraiment un truc de ouf, tu me diras. Je te le dirai, j'espère que ce sera bientôt. Dites-nous si vous écoutez en commentaire, si vous êtes déjà allé à Naples ou quoi, ce que vous avez ressenti par rapport à Maradona, c'est un truc de ouf. Le stade d'ailleurs, c'est normal, ça s'appelle Diego Armando. C'est plus sympa. Fin de cette petite parenthèse, on va revenir à notre match. Il y a aussi un autre gars qui est rentré, qui a fait pas mal de bien, c'est Billy Gilmour. Tu veux la refaire en anglais? Billy Gilmour. Bill Gilmour. Voilà, j'étais pas bien préparé. Lui qui ont redonné un peu, lui et Alisson Santos qui ont redonné un peu de dynamisme. Et du coup, j'ai même vu Højlund être un peu mieux aussi dans. Ouais, il était un peu mieux, mais sur cette fin de match. Ouais, ça reste quand même un match un peu moyen pour lui. Voilà, comme on disait, avec des circonstances atténuantes, quoi. C'est vrai que pas beaucoup servi, un peu dans le dur. C'est ce genre de match où un attaquant court beaucoup sans toucher de ballon, à essayer de beaucoup travailler. C'est frustrant et c'est pas facile pour un attaquant. Mais voilà, après, ça fait partie du jeu et c'est surtout que la Roma a posé des difficultés à Naples dans son jeu. Score final de 2. Voilà. J'ai envie de te poser une question. Pour toi, qui a gagné le duel tactique entre Gasperini et Conte? Parce que finalement, avec les entrées des différents joueurs de Naples, ça a réabattu les cartes. Au début, tu dis c'est clairement Gasperini. Il arrive à faire déjouer Naples. Non, il gagne. Malheureusement, pour Gasperini, ça reste quand même Conte qui s'en sort. Pas grand-chose, mais il s'en sort.
Et il a su, Il a su trouver réagir, ce en qu'il tout fallait. cas. En tout cas, ouais, comme tu dis, il a su réagir, il a su trouver les ajustements qu'il fallait pour que cette équipe reparte et qu'elle ne perde pas. Donc voilà, les entrées décisives justement du petit Brésilien Alisson, qui tunisien. Tunisien. On sait très bien qu'il jouera jamais pour la Tunisie, mais il est éligible. Ce serait... Parce que son père a pris la nationalité tunisienne vu qu'il a joué en Tunisie. Ok, voilà. Il est brésilien. Et voilà, comme ça tout le monde le saura. Voilà. Mais ouais, ces entrées sont là. Après, c'est comme tu dis, Gilmour par exemple, c'est un super joueur, un petit gaucher qui au milieu de terrain, déjà à Chelsea à l'époque, j'avais trouvé super intéressant quand il avait démarré. J'ai trouvé hyper intéressant. Et c'est l'apport des deux, j'ai l'impression, qui vraiment a rabattu les cartes et a fait en sorte que Naples soit plus dangereux et plus tranchant, quoi. Ouais, et puis il y a eu d'autres joueurs qui au milieu ont été un peu moins à la hauteur du côté de Naples, un peu plus haut sur le terrain. Napolitano, il n'a pas été extraordinaire. C'est vrai. Pas son rendement habituel. Elmas aussi, qui a été un peu moins bon. C'est vrai. Il n'y a pas McTominay, en fait. Il n'y a pas le meilleur joueur de cette équipe. N'était pas là. Ouais, c'est peut-être aussi le facteur X au milieu. Ouais. En tout cas, il les a portés depuis qu'il est là. Il les porte depuis qu'il est là à Naples. Qui l'aurait cru quand on voyait ce joueur-là à United. Et puis, puis finalement, en fait, ça va être un super milieu de terrain assez complet. Ouais. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a manqué. Et pour le moment, ses coéquipiers, sans lui, en tout cas sur ce match, ils ont été un peu moins bons. Quoi. Ouais. Il y avait aussi Lukaku qui était prêt à rentrer juste avant que Naples égalise. Je sais pas si tu l'as vu celle-là. Ouais, je voyais sur le bord terrain, là, il était prêt. Puis finalement, Lukaku, c'est l'homme de Conte. Hein. Je pense qu'il suivra partout. Ouais, c'est comme Mourinho à l'époque avec Didier Drogba. Tu vois, c'est ce genre de joueurs qui. Postiga, est-ce que c'était Postiga qui l'emmenait partout? Non, Carvalho. Ricardo Carvalho, ouais. Ouais, mais c'est surtout des mecs comme Drogba c'est ça. Qui marquent. En termes d'attaquants, ouais. C'était pour ça que j'utilisais cet exemple. Bien vu, bien meilleure comparaison que la mienne. Qu'est-ce que tu retirerais, toi, de ce match finalement, bon match de foot, 2-2. Qu'est-ce qui t'a marqué, pas marqué? Quels seraient les points forts, points faibles? Moi, ce qui m'a marqué dans ce match, c'est encore une fois le côté joueur des équipes de Gasperini. C'est pas forcément les types d'équipes qui va jouer un tiki-taka, qui va ressembler à une équipe de Guardiola, totalement dans la possession. Mais c'est super intéressant dans le sens où c'est une équipe qui est très forte dans la transition. Et c'est vraiment la patte Gasperini comme on le voyait à l'Atalanta. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet esprit de vouloir aller chercher haut, de faire mal au Napoli, de les étouffer un maximum. Et j'ai beaucoup aimé cette attitude et cette volonté d'aller de l'avant. Et même défensivement, c'est ce truc de on défend en avançant et on n'attend pas forcément. Ouais. Donc, on subit pas. Ouais, moi, j'aime beaucoup cet état d'esprit. Malheureusement, pour Gasperini, ça n'a pas payé. Et c'est... Pour moi, à mon sens, c'est dommage pour le foot. Dans le sens où voilà, c'est un peu ma vision, mon côté esthète du jeu. Je préfère voir des équipes joueuses et engagées que des équipes attentistes. Mais je pense que si aussi Naples a été un peu, pas attentiste, mais un peu en dedans, c'est aussi parce que la Roma a su faire déjouer cette équipe de Naples. Parce que Naples aussi, c'est aussi une équipe qui met beaucoup d'intensité. En temps normal, en temps normal, et elle s'est fait avoir par la Roma. Mais au final, moi, je trouve que c'est un score logique. Dans le contenu. Parce que Naples n'a jamais baissé les bras. Ils ont toujours tenté. Ouais, puis même s'ils n'ont pas réussi pendant longtemps. Ouais, mais j'ai trouvé que justement, par exemple, sur la première mi-temps, tu sais, quand on donne des points comme à la boxe, au point avantage Roma, pour la Rome. Ouais, tout à fait. Tu vois, la Roma avait l'avantage. Sur la deuxième, pour moi, c'est plutôt Naples. J'ai beaucoup aimé justement le retour des vestiaires de Naples, qui est venu avec un autre état d'esprit, comme tu dis, qui ne s'est pas laissé mourir, qui avait envie de repartir de l'avant et de montrer un meilleur visage à ses supporters. Et derrière, on a vu un Naples qui est tout de suite rentré dedans et qui a fait reculer un peu plus cette équipe de la Roma, qui a un peu moins su imposer son style. Et malgré tout, voilà, comme tu dis, le score il est assez logique de partout. Pour moi, il est assez logique au final, ce score. Ça nous a donné un bon match. T'as aimé? Franchement, moi qui regarde pas beaucoup la Serie A,
C'est le genre de match qui te kiffer. donne envie un peu plus de regarder la série. Après, tu me diras pas de regarder le bas de tableau. Non, mais dans cette série, tu as des équipes assez excitantes. Hein. Tu as le Como de Fabregas. Avec l'Argentin Nico Paz. Nico Paz qui appartient au Real Madrid. Ouais. Tu as toujours l'Atalanta qui est toujours un peu moins séduisante, mais qui est toujours là. Milan, c'est du Allegri. c'est du Max Allegri. Voilà, c'est pas hyper spectaculaire, mais c'est efficace. C'est le côté pragmatique. Voilà, je suis un fan de l'AC Milan. Les gens savent, on va pas se le cacher. Bon, j'étais pas pour l'arrivée d'Allegri, mais force est de constater qu'en termes de résultats, ça fonctionne. Ouais, et puis comme tu dis, après, on connaît aussi un peu le bonhomme. Et c'est ce genre de coach, dans ses différents styles en Italie, lui, c'est vraiment le coach très pragmatique. Et on va chercher impérativement le résultat. C'est ça. Et on va pas forcément y mettre la manière. Donc, pour un Milan qui sortait de crise, finalement, c'est peut-être la bonne option. Peut-être. En tout cas, sur les dernières années, comme Max Allegri, il a quand même... c'est pas bien le chantre du beau jeu, non? Ouais, c'est clair que moi aussi, c'est pas ce que je kiffe, mais comme tu dis, je pense que l'AC Milan avait besoin de retrouver un peu de stabilité et de rigueur pour repartir de l'avant. Et à voir, peut-être que sur la durée, il va nous donner un peu plus de jeu, même si j'y crois moyennement. Mais bon, il faut toujours des coachs comme ça. Mais c'est aussi la beauté de ce jeu. Bien sûr. On a plein de styles différents, on a plein de visions et de conceptions du jeu. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Après cette journée, l'Inter est donc en tête avec 61 points, suivi du Milan avec 53. Donc il y a quand même déjà 8 points d'écart entre le premier et le deuxième. Milan qui a un match en moins quand même. Donc peut-être ça peut revenir à 5 points. Naples suit 3e avec 50 points et la Roma 4e avec 47. La Juve suit derrière avec 46. Donc ça nous laisse quand même une belle bataille entre les 5 gros de ce championnat italien. En tout cas, ce qui est cool à voir, c'est que, comme tu dis, les gros sont quand même présents et répondent présents quand même dans cette Serie A. Et il y a certaines années où c'était pas le cas. Il y avait juste une course, entre guillemets, ou même une équipe qui se détachait. Puis un deuxième qui était à peu près là, puis les autres un peu distancés. Donc voilà, c'est cool. On va avoir une Serie A qui va être passionnante pour la suite. Suivre l'Atalanta comme Bologne, la Lazio 9e. Et un petit mot pour le bas de classement pour dire que la Fiorentina est 17e est sortie de la zone rouge. Mais c'est une saison galère pour les Florentins. Donc il y avait un coach qui a pratiqué plutôt un beau football aussi, mais là, il faut se maintenir. C'est quand même un peu triste de voir un club comme ça. Un club un peu historique en Italie. Parce que toi, tu as grandi aussi dans les années 2000, un peu comme moi. À notre époque, le championnat italien, c'était le championnat qui dominait tout. Ah, c'était le summum. C'est pour ça que moi, je suis fan de l'AC Milan. Je sais pas si toi, tu as un favori en Italie, une équipe préférée. Non, pas forcément, tu vois. Mais j'avais des équipes qui... C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé l'AC Milan de Carlo Ancelotti, qui était extraordinaire. À chaque ligne, il y avait un joueur de grande classe, quoi. C'était dingue d'avoir des Cafu, des Seedorf, Kaka, Shevchenko, Ballon d'Or, Pirlo. Incroyable. C'était... tu regardes l'équipe Inter, la Juve, ils avaient des sacrés joueurs. Hein. La Juve qui récupère tous les mecs de Parme, où t'as Cannavaro, t'as Thuram... Buffon avec Henry en attaque. Henry, il a moins fait mais Del Piero, par exemple. C'est vrai qu'Henry, ça a moins marché. Del Piero, ce genre de joueur. C'est quelque chose. C'est vrai que la Serie A, c'était, je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte parce que ils ont suivi le foot un peu plus tard, ce qui est normal aussi. C'est une question de génération. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour nous qui sommes d'une génération qui ont grandi avec le football italien, c'était clairement le championnat qui faisait rêver. C'était le championnat qu'il fallait suivre. C'était le championnat où tu devais signer si tu étais un joueur pro. Si tu voulais être au sommet, c'était l'Italie. C'était l'Italie, c'est clair. Moi, quand je vois l'AC Milan ou le maillot de l'AC Milan, ça me fait toujours un truc. Je suis là, putain, c'est quand même... Ça me rappelle de beaux souvenirs, tu vois. Je suis moins fan assidu de l'AC Milan que quand j'étais plus petit, tu vois, mais... Ça me fait toujours un truc. Il y a un truc de classe, je sais pas. Il y avait quelque chose avec ce football italien. Et puis, c'est clair que
il y avait des vrais matchs. Il y avait des vrais matchs d'hommes et des vrais le matchs. derby de Milan, de l'autre côté à l'Inter, il y avait Zanetti, il y avait le Colombien. Ouais, c'était extraordinaire. Ivan Córdoba, ouais. c'est tout. Dans les buts des gars Toldo, exact. Avant, il y avait vraiment des grands joueurs à chaque ligne aussi à l'Inter, comme tu dis. Des joueurs qui ont marqué aussi. Ronaldo à l'Inter. R9, c'est clair. R9, c'est le seul joueur qui peut aller à l'AC Milan, à l'Inter, sans problème. Personne ne va lui cracher dessus. Bon, entre-temps, il a fait... Ouais, mais pareil, il a fait le Real, le Barça. Il n'y a personne qui lui crache dessus. C'est vrai. C'est le seul joueur qui... C'est vrai, Real et Barça. Il a fait le Real et Barça, donc c'est le seul Lui, il commence à Eindhoven en Europe, avant d'aller au Barça. Ouais. Après, il va à l'Inter. Ensuite, il fait Real. Ouais. Milan après. Exact. Et je pense qu'après, c'est terminé. Et après, c'est les passages au Brésil, quoi, avec les Corinthians. Ouais. Sacré joueur. Et même aux Corinthians, il faisait mal avec ses 100 kilos, plus de 100 kilos. C'est fou. Le mec, t'avais l'impression qu'il était lourd et ça allait tellement vite. C'est pour te montrer le talent. Ouais, c'est fou. Magnifique. Tout ceci ne nous rajeunit pas non plus. Ah non, là, c'est clair, tu nous as ramené... Ouais. C'était le retour vers le passé. Retour vers le passé, exactement. On va changer de sujet, on va aller vers l'avenir maintenant. Vers le futur, vers demain. Ou un autre jour, suivant quand vous nous écoutez. Et on va s'intéresser aux barrages de Champions League qui auront lieu donc cette semaine. Mardi commencent les matchs avec le premier match à 18h45. Ce sera un Galatasaray-Juve. Franchement, belle affiche. Hein. Belle affiche. Osimhen peut-il faire des dégâts dans la défense de la Juve? On a vu un peu dans les highlights de Inter Juve. Cette défense de la Juve, elle n'est pas si costaud que ça. Non, elle est clairement pas assurée, cette défense. Voilà, elle est encore discutable et on va voir ce qu'elle va donner dans ce chaudron qui est ce stade d'Istanbul. Je sais pas, est-ce qu'il joue Ali Samiyen Galatasaray? Non. Alors comme ça, le nom il m'échappe, le nom du stade. Mais voilà, c'est vrai que c'est un chaudron Galatasaray. Et ça va pas être facile pour eux, surtout que c'est une équipe qui est devant dans son championnat, qui a quand même des sacrés atouts. Il y a des joueurs en attaque, en tout cas, il y a Osimhen, il y a Icardi, ils ont ramené Leroy Sané cette année. Il y a... En termes d'attaque, il y a de quoi faire. Hein. Il y a un potentiel. Mais comme souvent, sur le papier, Galatasaray, il y a quand même toujours 1 ou 2, 3 joueurs pour tenir la dragée haute. Mais est-ce que ça va tenir pour toi? Au final, c'est la Juve qui va passer. Je pense que sur le premier match à Istanbul, on peut avoir un Galatasaray qui malmène cette Juve. Ouais. Mais sur la durée, c'est vrai que sur 2 matchs, je vois pas la Juve craquer face à Galatasaray. Je pense pas non plus. Après, même je pense que la Juve peut tenir. Je pense que la Juve peut tenir quand même à Galatasaray, au stade de Galatasaray. Alors sache que c'était effectivement le stade Ali Samiyen, mais qu'aujourd'hui il s'appelle le Rams Park. Ouais. J'imagine c'est du naming. Ouais, il faut bien. Mais à voir. Et puis si on prend du côté de la Juve. Justement, si on reprend ce qui s'est passé avec les différentes polémiques sur le match contre l'Inter, est-ce qu'il n'y aura pas justement un côté un peu rébellion et un truc un peu revanchard, même si c'est pas du tout le même contexte? Est-ce qu'ils vont revenir avec un état d'esprit où ils veulent effacer ça rapidement avec un gros match en Europe? Possible. C'est une bonne occasion qui vient vite pour la Juve c'est l'avantage de se racheter, entre guillemets. Ouais, c'est l'avantage d'enchaîner avec les matchs de Coupe d'Europe. On n'a plus trop le temps de réfléchir à ce qui nous est arrivé en championnat. Le manager de la Juve, c'est Spalletti, j'avais oublié ça. Ouais. Comme quoi, pour une fois, on va peut-être commencer à avoir une Juve un peu joueuse. Enfin, la Juve, c'est toujours un peu carré, très défensif, très froid comme équipe, mais réaliste. Après, elle a quand même 2-3 atouts et 2-3 joueurs super intéressants. Ils disent magnifique. Qui est un super joueur, d'ailleurs, qui va jouer... entre guillemets devant son public en Turquie, donc ça va être intéressant de voir comment il va se comporter. Je sais pas s'il est de Galatasaray ou pas, ils disent, tu sais toi? Non, comme ça, non. Je t'avoue que j'ai pas l'info. J'ai pas il est allemand en fait. Il est né en Allemagne. Voilà, donc c'est réglé. Mais après, c'est le genre de joueur qui a une attache avec son pays d'origine. De toute façon, tous les Turcs en Allemagne. Il est turc, mais voilà, même s'il est né... Il est né en Allemagne et il joue pour l'équipe nationale de Turquie toute façon. Mais ça va être intéressant de le voir. Intéressant. Retour à la maison pour lui.
Exact. Le match suivant, ce sera donc mardi, toujours, un alléchant Dortmund-Atalanta. Celui-là, Ouais, celui-ci va être pour le sympa. coup, il n'est pas facile à pronostiquer, hein. Non, 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 clairement. Un Dortmund en feu actuellement, face à une Atalanta toujours là, toujours prête à poser des problèmes. Toujours là, après, moi, si je dois mouiller, je mettrais quand Tu vas vers même. Dortmund? Ouais, je verrais peut-être quand même Dortmund un peu devant. Ouais. Je verrais quand même Dortmund devant. Et je dis pas qu'ils vont s'imposer en se baladant, mais je pense qu'ils vont le faire avec. Ouais, c'est comme une équipe de l'Atalanta qui est toujours là, mais qui, je pense, a quand même un peu moins cette dynamique qu'il y avait justement sur les dernières saisons. Donc, je pense logiquement, elle va un peu subir au Signal, Ouais. même si Signal, le Iduna, Westfalen Stadium. le Westfalenstadion, ouais. Ouais. Ouais, face à un Dortmund qui, ces derniers temps, est en feu et qui fait une relativement grande saison, hein. Les Allemands, ils sont sur 5 victoires de suite, en tout cas en championnat. Mm. Ils n'ont perdu qu'un match cette saison en Bundesliga. Ouais, c'est cool parce que c'est enfin une équipe qui a une régularité Ouais. qui lui manquait les dernières saisons. C'est toujours le genre d'équipe qu'on place haut en Bundes et qui malheureusement nous déçoit beaucoup Ouais. trop souvent. Et voilà, peut-être qu'elle fait aussi un peu. Elle subit un peu son style de jeu très offensif Ouais, et peut-être des fois pas très équilibré. c'est vrai, Donc, c'est vrai. Bon, donc là, à elle a voir, hein. ramené Niko Kovac. Ouais, un coach référencé Ouais, en ouais. Bundesliga, un coach qui est capable de redresser la barre, comme bah, de toute Ouais. façon on le voit Ouais, actuellement, ouais, ça se ouais. passe Je suis fan de ce plutôt coach, hein. bien. Franchement. Ouais, bah, je pense qu'à Monaco, il dirait pas la même chose, mais, Non, ça c'est clair, ça c'est clair. mais c'est vrai qu'il a quand même sinon fait des bonnes choses. Et puis, moi, je mettrais une petite pièce pour Dortmund. Moi aussi, Je je mettrais une partirai sur petite pièce Dortmund. Dortmund. En parlant de Monaco, passe décisive. Un match franco-français mardi aussi, 21h. Monaco-Paris Saint-Germain au stade Louis II. Paris qui ce week-end a perdu contre Rennes. Mm. Monaco qui a gagné contre Nantes. Ouais, Franchement, j'ai envie de dire c'est Nantes, quoi. ouais. Parce que c'est pas un grand Monaco depuis quelques Vraiment, ouais. C'est une temps. énigme pour moi, Monaco, cette année. Mm. Et depuis quelques saisons, c'est une équipe qui arrive. Enfin, c'est un club qui amène toujours des très bons joueurs, je trouve, sur le papier. Ouais. Mais ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas bien sur le terrain. Et surtout cette année, plus que l'année dernière. Ouais, malgré ce changement d'entraîneur assez rapidement dans la saison avec Ouais, Pocognoli, force est de constater que ça fonctionne pas. non. Et pourtant, quand tu regardes l'effectif, Bah, franchement, bah, il y a de la matière, quoi. Et c'est assez surprenant de voir que cette équipe, elle n'arrive pas. Il y a pas grand-chose qui marche. Et j'ai envie de dire aussi un peu dur pour Monaco, c'est que bah, tu as un Denis Zakaria qui est pas tout le temps là, qui a un peu ouais, des pépins physiques, et c'était un peu un joueur c'est un joueur qui clé pour consolidait. Monaco. Ouais, ouais, c'était clairement un joueur qui consolidait et qui faisait beaucoup de bien dans cet effectif. Et après, il y a une réalité aussi. Il y a des joueurs comme Akliouche qui sont Ils un sont peu moins moins bons, performants ouais. que ce qu'ils ont été par le passé. Donc voilà, en fait, tous Golovin qui ces. fait un peu son temps, peut-être. Ouais, peut-être. Je sais Moi, pas. je pense que. Ouais, je pense que. Moi, je trouve que c'est un joueur extraordinaire, enfin Hmm, extraordinaire, qui est très bon je joueur pense que tu as en raison. Je manière de pense que tu ballon. raison. On arrive sur une fin de cycle pour un joueur comme Golovin, mais en tout cas, ceux qui portaient un peu cette équipe de Monaco, soit ils sont peu présents par Ouais, des blessures à l'image d'un Denis Zakaria, soit ils sont pas à leur niveau, hein. Et tu le vois avec Justin Akliouche ouais, qui brille beaucoup moins, qu'on entend moins parler. Et, ouais. voilà, mais est-ce qu'il y a un vrai problème mental dans cette équipe? Est-ce que c'est vraiment les joueurs Ouais, ou qui est-ce ont que c'est peut-être juste la été. qualité? Ouais, c'est Enfin, ce que j'allais dire. peut-être. C'est ce que Après, j'allais dire. Est-ce que peut-être que les joueurs de Monaco, bah, leur vrai niveau, on le voit cette saison, ouais. et qu'ils ont surjoué, par exemple, la saison dernière. Voilà. Ah, la saison dernière, ils avaient Mbolo, par exemple.
Ouais, qui a marqué contre Paris, qui a marqué le troisième but. Rennes, ouais. Peut-être qu'il y avait Minamino, est-ce qu'il est toujours là? Minamino est toujours ouais, là, il est toujours là, mais c'est ce genre de joueurs moins, aussi moins, qui moins sont bon aussi cette année, qui quoi. sont moins en vue. Et malheureusement, il n'y a pas de joueurs qui arrivent à porter cette équipe. Ouais. Mais ça va être intéressant de voir parce que Paris n'est pas en forme, Paris. N'est pas au top non plus. Enfin, il y a cet extraordinaire match contre Marseille. Ouais. Ensuite, tu retombes contre Rennes. Ouais. Est-ce qu'ils avaient peut-être déjà la tête à la Champions League? Ouais, après, il ne faut pas oublier, en soi, avant ça, c'est pas extraordinaire, Paris. Non. Parce que tu gagnes à la maison avec cette victoire historique, cette Manita contre Marseille. Mais derrière, précédemment, tu perds contre Strasbourg. Tu gagnes difficilement à Strasbourg, mais par contre, tu es un peu juste sur les autres matchs, quoi. Je trouve pas que tu es dominant et tu fais pas un match extraordinaire contre Newcastle. Le match contre Newcastle et tu perds contre Sporting. Ouais, celui-là, ils ont été dominants, mais voilà, il y a ce but à la fin. Ouais, mais même, ils ont, par rapport à la saison dernière, alors certes, c'était c'est moins tueur, tu trouves? C'est surtout, je trouve que l'année dernière, il y avait un groupe, il y avait une équipe qui était ensemble et qui fonctionnait à tous les niveaux. Ouais. Et il y avait une aura, il y avait quelque chose, on avait vraiment le sentiment que même s'ils prenaient un but, ils allaient revenir. Ouais. Et cette saison, on l'a plus ce truc, tu vois. Ouais, je vois. Et j'ai le sentiment qu'il y a moins cette force, il y a moins cette crainte de l'adversaire qui se dit en fait, c'est un rouleau compresseur et quoi qu'il arrive, ils vont nous rouler dessus. Cette année, on le voit un peu moins avec Paris. Même si, par exemple, là, depuis le début de 2026, Dembélé, lui, il revient bien. Ouais. Mais ils ont tous été un peu blessés, hein, entre Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué, Hakimi, Zaïre Emery qui a été mis du coup en latéral. Ouais. Tu penses que tu subis un peu la saison à rallonge? J'allais revenir à ça. Est-ce que cette Coupe du Monde des clubs, on a l'impression qu'il n'y a que Paris qui le subit en fait? Là, le Bayern, ils ont l'air de s'y être remis. Chelsea, bon, ils ont 1500 joueurs. Ouais. C'est vrai que Chelsea, c'est particulier avec... et là, Paris, il y a un effectif vraiment assez limité parce que quand tu sors des titulaires, les remplaçants, ils sont... Voilà, t'as Ramos, très grand joueur de grande qualité, Désiré Doué ou Barcola, l'un ou l'autre. Mayoulou, pour le reste, en termes d'effectifs, la qualité, c'est pas au même niveau que les titulaires. Donc dès que tu as un joueur titulaire qui manque, c'est tout de suite beaucoup plus dur pour Paris. C'est surtout que... c'est vrai qu'ils sont un peu moins performants, les joueurs qui sortent du banc. Comment? Fabien Ruiz. Ah oui, j'avais pas blessé, entendu. Fabien Ruiz, hein. Ouais. C'est clair que... je pense qu'ils le subissent. C'est un peu... ça sera un autre débat. Ouais. Est-ce que les joueurs jouent pas trop de matchs? C'est possible. Surtout dans ces grands clubs. Tu vois, il y a eu plein de joueurs comme ça qui ont pris un peu cher dans leur carrière. Et moi, je pense à des mecs tout simplement comme Busquets qui, pendant des années, s'est jamais arrêté de jouer avec le nombre de matchs hallucinant entre le Barça qui va très loin dans toutes les compétitions. Plus récemment, Pedri, est-ce que c'est Pedri J'allais venir sur Pedri, qui aussi... qui avait fait une saison à presque 80 matchs, un truc comme ça. Jules Koundé, par exemple, au Barça aussi, qui a énormément joué. Et c'est toujours ce truc d'enchaîner beaucoup de matchs. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de surcharger et de griller ses joueurs? Donc, en tout cas, Paris... Probablement, ils subissent ce contre-coup. Et comme tu dis, la profondeur de banc, en termes de qualité, elle est peut-être un peu moins bonne. Et elle est moins quantitative et qualitative. Il n'y a pas énormément de joueurs dans cet effectif. Après, c'est le choix de Luis Enrique. Ça tourne à 15-16 joueurs, quoi. Ouais, après, c'est le choix de Luis Enrique. Qui a un peu à la Tom Thibodeau NBA, quoi, si on fait une comparaison. Ouais, c'est vrai. Des joueurs comme Yabouzélé, ils le savent très bien, par exemple, au Knicks. Même s'il n'est plus au Knicks. Mais à l'époque, Evan Fournier, par exemple. Ouais, alors décidément, quand j'y pense, maintenant que tu me lances, il a un truc sur les Français. Quoi. Il n'est pas très joueur Frenchie. Peut-être.
Mais ouais, je pense que. Mais après, ça joue sur ça. C'est que Luis Enrique, il a pas envie de rajouter des joueurs pour rajouter. Ouais. Il faut que ces joueurs qui soient dans le groupe amènent une plus-value. Donc, s'il Comme estime Ramos, que. par exemple. Bah, Ramos, c'est quand même le joueur. C'est vrai que quand il démarre, ses matchs sont un peu moyens. Mais c'est un super sub, l'air de rien. Et je pense que lui, si on s'amuse à regarder son ratio but et temps de jeu, il doit être assez haut, quoi. Donc, non. C'est clair que lui, il préfère partir comme ça. Et il estime que tous les joueurs sont concernés. Et si tu as des groupes trop grands, c'est un peu plus compliqué de mettre tout le monde dans le bain, quoi. Monaco ou Paris? Je pense qu'il y a quand même Normalement Paris. Il y a une équipe qui est un peu plus malade malgré tout. Je pense que Monaco va faire les frais du Paris Saint-Germain. Mardi, la dernière affiche sera un certain Benfica Real Madrid. On avait presque pu le voir venir celui-là. Enfin, après le match qui s'est déroulé avec ce scénario de fou. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on aime le foot. Franchement. Ouais. C'est juste une folie. Moi, quand j'ai vu moi, j'avais pas vu multiplex l'année dernière. Ouais. J'avais décidé de regarder le Paris Saint-Germain. Cette année, je me suis mis le multiplex. Franchement, c'était fou. Ouais, c'était incroyable. C'était fou. Le but de Troubine qui qualifie Benfica. Et qui élimine Marseille. Qui élimine Marseille, bien sûr. Mais surtout qui qualifie Benfica. Oui, parce qu'avant ça, ils ne sont pas qualifiés. Non, c'est clair. Mais ce qui est ça fout Marseille dehors, quoi. Ouais, et ce qui est fou, c'est que, comme tu dis, moi, je trouve que ce format de la Champions, au départ, on ne savait pas quoi trop s'attendre. Ouais. Maintenant, on est sur la 2e édition. Et franchement... tu commences à adhérer, toi? Ouais, franchement. Ouais. Alors, ça pose la question aussi au démarrage. Il y en a quand même qui vont se demander est-ce que c'est très équitable les répartitions de matchs parce que, voilà, on ne joue pas, entre guillemets, les mêmes adversaires. Ouais. Est-ce que c'est vraiment équitable? Ouais, tu regardes Tottenham qui a eu plutôt de la chance au tirage, qui finit dans les 8 premiers. Ouais. Mais on pourrait te rétorquer, alors que moi là-bas je préfère l'ancienne formule, mais je pourrais te rétorquer par exemple si on est dans un débat. Oui, mais les tirages au sort dans l'ancienne formule, ça pouvait être déséquilibré dans le sens où tu pouvais taper le meilleur du chapeau 1, le meilleur du chapeau 3 en étant chapeau 2, tu vois, et le meilleur du chapeau 4, et finir avec un groupe de la mort. Ouais, après... Mais tu jouais tout le monde 2 fois. Tu jouais tout le monde 2 fois. Là où ça restait équitable, on va dire. Dans un sens, ça restait équitable. Après, je pense que pour le spectateur, le téléspectateur, il y a quand même plus d'attrait avec cette nouvelle formule, je trouve, qui amène tellement d'incertitudes et tellement de rebondissements, comme tu dis, avec ce fameux multiplex pour la dernière journée. Ouais. Et c'est incroyable. Genre, déjà l'année dernière, on était un peu à se voir qui allait passer, qui allait jouer le barrage. Tu parlais du Paris Saint-Germain que tu suivais, qui a dû se battre pour s'accrocher à aller dans les barrages. Et finalement, le parcours qu'on connaît qui arrive au bout. Donc, comme quoi... D'ailleurs, ils ont donné des avantages maintenant au premier et au deuxième, ce qui n'était pas le cas. Ouais, ils ont réajusté par rapport à l'année dernière. Parce que Liverpool finit premier, se fait sortir... tout de suite après. Ouais, c'est vrai. Ils tombent sur Paris, ils n'ont pas de chance. Ouais, mais c'est bien aussi. Je pense que allez, Kylian Mbappé, le football, il a changé. c'est ça. Dans un sens, voilà, le foot, il évolue et il vit avec son temps. Ouais. Et c'est vrai que peut-être que la formule précédente était un peu vieillotte. Peut-être. Et elle avait besoin d'un refresh. Donc... je pense que c'est plus intéressant de retrouver cette formule qui est plus dynamique, qui offre beaucoup plus de choses, où on a l'impression que justement chaque but peut compter, chaque but pris, chaque but marqué compte. Et ça compte. Marseille est éliminé pour un but. La preuve, justement, c'est que justement ce fameux but sur cette tête extraordinaire de Troubine, c'est incroyable. Et puis surtout que c'est génial parce que Mourinho fait son changement. Et il n'a plus de changement. Les mecs ne savent pas. Jusqu'au dernier moment, ils se rendent compte qu'en fait, il faut marquer un but. Donc vas-y, mec, monte, on ne sait jamais. Et puis finalement, voilà. Le mec, il met cette tête improbable.
Et c'était dingue. J'ai envie de dire, Mohamed Eni, il en fait encore des cauchemars. Le pauvre. Ouais. Ah, je me souviens de sa vidéo avant. Hein. L'OM sera éliminé si. Il y avait un nombre de facteurs. L'OM est 19e avant cette journée-là. Ouais. Ils descendent de 5 places. Ouais, mais ils perdent. Ils perdent parce qu'eux, ils ont perdu leur match aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si on revient à l'OM, c'est eux qui sabotent déjà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est même pas. C'est vrai que pour l'histoire, c'est très beau de dire que Troubine, que ça. Mais ils se sabordent avant. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, en vrai. Et non pas à Benfica qui, lui, a tenté ce qu'il a fait. Ouais, ils devaient aller jusqu'au bout, ils devaient se qualifier comme ça. J'ai envie de dire, c'est mérité pour eux. Et puis, c'est mérité aussi pour Marseille, qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors que, comme tu dis, ils avaient un matelas qui, normalement, leur donnait ce qu'il fallait pour être justement dans ces fameux barragistes et être tranquille. Force est de constater que les dernières sorties ont été catastrophiques et ça a coûté la qualif. Et la tête de Zerbi. Et Benatia qui a démissionné aussi. Et voilà, tout j'ai envie de dire le Mistral. C'est ça. À Marseille, c'est souvent comme ça. Donc Benfica, Real. Pour toi, qui c'est qui est... Le Real peut pas faire la performance qu'ils ont fait à Lisbonne au dernier match. Ils sont obligés de... Là, ils sont obligés de se qualifier. C'est le Real. C'est le Real. Le Real Madrid, le Real en Champions, c'est entre guillemets son trophée, c'est sa spéciale. Ouais. Et il faut jamais enterrer le Real. Jamais enterrer le Real parce que c'est une équipe qui est hallucinante dans le sens où elle peut être mauvaise, mais ultra mauvaise. Ouais. Mais quand l'hymne de la Champions résonne, ils sont sur une autre planète, ils sont injouables, ils sont transcendés. Les autres équipes n'arrivent pas. Ouais. Donc c'est assez hallucinant. Même si l'autre équipe arrive, le Real va venir te tuer après. Tu vois, combien de fois on en a vu ces scénarios où ils sont complètement dominés, ils sont menés. Au final, ils gagnent. Même sur leur dernière victoire, c'est pas un Real qui est éblouissant. Non. Mais ils ont un truc avec cette compétition et ils sont portés par ça. Donc voilà. Benfica, le Real va passer. C'est ça. Après, maintenant, je pense que José Mourinho, il va retenter un coup. Mais à voir. Après, moi, honnêtement, pour regarder les matchs de Liga et regarder le Real Madrid, je suis pas convaincu dans cette équipe. Mais en face, c'est un Benfica qui n'est non plus pas hyper convaincant au championnat du Portugal. Je pense que pour cette double confrontation, ça devra passer pour le Real. Ouais. Mais pas si facilement que ça. Déjà, peut-être pas si facilement. En tout cas, même par exemple ce week-end, quand tu regardes le score, c'est trompeur. Dans le jeu, c'est pas flamboyant. C'est une équipe qui manque de liant, qui est pas très. J'ai l'impression que chacun joue sa partition un peu tout seul. Ouais. Ça manque de mise en place tactique, d'idées de jeu. Moi, elle me séduit pas. Pour le moment, le Real s'en sort cette saison, quand elle s'en sort, grâce à ses individualités. C'est clair. Et un Kylian Mbappé qui survole, même si ce week-end, c'était pas pour lui, mais on l'a pas vu. Mais je trouve que c'est soit lui, c'est soit un Vini, mais c'est jamais parce que le Real a été globalement, collectivement au-dessus. C'est vraiment des individualités qui font briller cette équipe. Et Xabi Alonso ou Arbeloa, pour moi, pour le moment, c'est les mêmes mots. Ouais, c'est une équipe qui va de toute façon aller être en une espèce d'autogestion jusqu'à la fin de la saison. Ouais, totalement. Avec peut-être Arbeloa qui va leur laisser peut-être plus de liberté, là où Xabi Alonso voulait instaurer des systèmes forts avec des fonctions à chacun. Après, à voir si ça a marché, parce que j'ai le sentiment que ça a marché avec un coach comme Zidane, parce que Zidane, c'est Zidane, il y a une aura, il y a quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'Arbeloa, c'est peut-être pas ce joueur ou ce coach maintenant qui a cette aura et qui sera capable d'aider le Real à relever les défis qui vont arriver, qui lui attend. Ouais. Le mercredi, maintenant, on passe avec Karabakh-Newcastle. Alors ça, c'est clairement le genre d'affiche qui te fait moins rêver. Ouais. Karabakh qui est là et qui s'est qualifié proprement. Ouais, ils ont été surprenants. Chez eux, ils sont difficiles à bouger.
Bah, j'ai envie de te dire, tu te fais un sacré voyage pour aller chez eux déjà. C'est vrai que ça va. C'est Almaty. Je crois je sais pas où il joue à Astana peut-être. C'est très loin. Ouais, mais en tout cas, ça pose la question des fois par rapport à l'UEFA. Ouais. Pourquoi certaines nations qui seraient plutôt sur le continent asiatique se retrouvent là. Bon, voilà. Est-ce que on va pas rentrer en matière. Ils sont pour là, une autre émission. On va pas rentrer en matière. Ils sont là. Et puis au foot, ils sont bien là. Ils sont qualifiés en barrage de Champions League. Ouais, pour un club kazakh, c'est extraordinaire. Non, ils ont fait leur route. Kazakh, Azeri, pardon. Azeri. Ouais. Mais ils ont fait. Je suis pas du tout ils jouent à Bakou. Ce que je dis pas. Ouais, c'est vrai qu'avant de placer Astana. Ouais, j'ai cru que c'était Kazakh. Ouais. Autant pour moi. Bon, ça peut arriver. Je pense que t'aurais pas été le seul à faire cette erreur. Ouais. Newcastle, toute logique, devrait passer, mais à voir après sur ce premier match. Qui jouera là-bas. Joue là-bas. Je pense que les conditions de jeu sont pas évidentes. Je crois que c'est un synthétique chez eux aussi. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc à voir. Ils ont leur carte à jouer à la maison, Karabakh. Ouais. Ce sera pas facile pour Newcastle. Après, c'est vrai que je vois mal sur la double confrontation comment Newcastle se raterait, mais à voir. En tout cas, on aura un match avec une opposition de style assez intéressante quand même à regarder. Effectivement. Autre match, ce sera l'Olympiakos Leverkusen. Dans le chaudron au Pirée. Ouais. J'aimerais bien aller voir un match là-bas une fois. Ouais, ça c'est une ambiance à faire, j'imagine. Ouais, l'Olympiakos qui, ma foi, est bien là aussi, bien qualifié. Ça va pas être facile pour Leverkusen. Moi, je te le dis. Non, c'est clair, ça va pas être facile. Et puis, c'est quand même une équipe qui, à la maison, est difficile à prendre. Al-Kaabi, Monsieur Bicyclette. C'est vrai que. Mehdi Taremi en attaque. Il nous a régalé à cette Coupe d'Afrique. Mais après, tu as quelques joueurs qui sont super intéressants. Moi, j'aime beaucoup le Turc aussi, Yazici. Qui est à Lille. Qui a fait de très belles choses à Lille. C'est un super joueur. Donc, non, il y a une petite équipe sympa et qui va être intéressante. Je pense qu'on aura une belle opposition. Là, il est joli. Hein. Ouais, c'est une belle opposition. Alors, entre guillemets, pas de grande star des deux côtés. Non. Mais si vous aimez bien le foot, je pense que c'est le genre de match à regarder et à suivre. Franchement, ouais. Alors, il va falloir faire un choix parce qu'à la concurrence, il y aura Bodø/Glimt Inter. Ouais. Ouais, tu passes sur lequel avant le dernier match? Avant le dernier Club match. Bruges, Atlético Madrid. Tu passes sur lequel là? Si je devais choisir une des 4 affiches. 3 parce que Karabakh il sera à 18h45. Donc tu pourras le voir. C'est vrai. Alors, je te dis, moi perso, après c'est un peu parce que je préfère regarder un peu ce qui se passe en Liga. Et que j'aime beaucoup voir ce que fait Bruges. Ouais. Donc ce sera un Bruges Atlético pour moi. Je suis d'accord. Qui est l'affiche qui, à mon sens, me donne le plus envie. Bah, attention parce que Bodø/Glimt Inter et notamment Bodø/Glimt c'est aussi sympa à voir jouer. Hein. C'est une équipe qui joue très bien. Surtout à domicile. City, ils s'en rappellent. Hein. Ouais. La Roma aussi, hein, qui en a pris 6 là-bas. Attention, Bodø/Glimt Inter. Ouais, c'est vrai. À domicile, les Norvégiens peuvent faire la diff. Je pense qu'ils peuvent tenter un coup, voire gagner le match. En retour, ce sera plus dur, même s'ils sont allés gagner à l'Atlético Madrid dernière journée. Ouais. Mais c'est un peu ces équipes qui font un peu plaisir, ce type d'équipe un peu surprise qu'on a chaque année en Coupe d'Europe. Et c'est une équipe qui est surprenante. Et à chaque fois, on se dit qu'ils vont pas le faire. Et puis, ils nous refont un coup. Contre une grosse équipe, ils ont ce truc... Après, encore une fois, à la maison, c'est un peu... c'est dur. C'est dur pour l'adversaire. Ouais. Avec, surtout là, on sera le 18 février. Je sais pas combien il fait. Il va sûrement faire c'est sûr. Donc, moins 10. C'est le genre d'équipe regarder la température. Casse-tête à jouer, quoi. C'est casse-tête à jouer. Mais surtout que Bodø/Glimt, c'est une progression... assez impressionnante. Ça a commencé en Conference League, ils sont allés loin. En Europa League, ils sont allés loin. Ils ont perdu contre Tottenham l'année dernière en demi-finale. Et là, ils continuent à confirmer leur bonne
leur bonne prestation, alors quand bien même qu'ils perdent des joueurs, qu'ils ont récupéré d'autres. Enfin, moi, je trouve que c'est impressionnant le boulot qui est fait par ce club. Et pour moi, je te dis, ça pourrait être un exemple pour nos clubs suisses, par exemple. Ouais, Peut-être. t'as totalement raison. T'as totalement raison. Et c'est rassurant aussi pour nous, Suisses, Ouais. de se dire qu'en fait, c'est possible. Si le projet est bien structuré, il est bien réfléchi. Et ça a pris et des années, hein, quand même. Ouais. Mais si on a un vrai plan à long terme et qu'on construit correctement et qu'on travaille de la meilleure des façons, Ouais. on peut. Et c'est le type d'exemple qui C'est un justement exemple, rassure, surtout dans ce football qui devient de plus en plus impacté par les droités, les gros montants qui tombent et que les fossés se créent de plus en plus avec les gros clubs. Bah, c'est rafraîchissant à tous les niveaux, quoi. C'est le cas de le dire. Hein, d'avoir une équipe comme Bodø qui fait des belles choses. Donc moi, j'espère que à l'avenir, on aura une équipe suisse qui sera capable d'atteindre les barrages, de ce serait faire, fou. Déjà. De faire déjà une meilleure impression si elle se qualifie en Champions, de donner une meilleure impression que les dernières sorties, par exemple un IB. IB et Bâle cette année, voilà. dur. Ouais, mais tu vois, je prends par exemple juste en IB en Champions l'année dernière qui se retrouve 0 tout en bas la honte. et qui a vraiment donné une mauvaise image du foot suisse. Cette année encore, ça a été Qatar en Europa League. Ouais, c'est vrai. Mais je restais vraiment focus sur la plus haute scène d'Europe. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une réussite aussi en Europa cette saison. Mais ouais, j'espère qu'il y aura quelque chose qui va se produire à l'avenir et il faut s'inspirer de ce genre de club qui, j'imagine, n'a pas des moyens non plus stratosphériques et qui fait du très bon travail. Ouais. L'Inter, ça passe pour toi? L'Inter, ça passe. Mais... Moi, je te dis, le match aller va être dur. Il faudra que l'Inter soit concentré au match aller. Tu sais quoi, j'ai envie de te la prendre même autrement. Si on prend par exemple ces 4 affiches du mercredi, s'il y a une affiche où tu peux voir une surprise, ce serait laquelle? Moi, perso... la plus probable, si tu pars du principe que l'Olympiakos, c'est une surprise s'il bat Leverkusen, pour moi, c'est celui-là. Ouais. Mais moi, j'ai envie de mettre... au fond de moi, je me dis, Bodø Glimt, ils peuvent le faire. Ouais, voilà. Moi, c'est pour je ça pense que qu'ils peuvent le faire. Ça, je me dis, j'aimerais bien mettre une pièce sur eux et me dire qu'ils pourraient être... Je pense déjà, le match aller, ils peuvent le gagner. Ouais. Et à voir au retour comment ils se comportent. Ouais. Et comment l'Inter se comporte aussi. Si l'Inter les prend de haut, par exemple, à l'aller, ce qui peut être le cas, hein, même s'il y a des exemples comme quoi il ne faut pas y aller la fleur au fusil là-bas. S'il y en a un, c'est celui-là. Et je pense que tu as l'exemple justement que tu disais, il est juste, la dernière journée, ils vont gagner à Madrid contre l'Atlético. Et qui est un peu ce genre d'équipe dans le même style que l'Inter. Donc, moi, je mettrais bien une pièce sur cette équipe et je me dis, s'il y a une surprise, ça peut être de leur côté. Ça pourrait peut-être aussi être Bruges face à l'Atlético Madrid. Ouais. Bruges, là aussi, c'est un club qui travaille bien depuis des années, qui est costaud, souvent en Champions League, et qui commence à bien performer. Franchement, l'Atlético Madrid, évidemment, par favori. Mais Bruges, il y a peut-être moyen d'accrocher un truc. C'est vrai, puis on le voit, ils sont capables de tout récemment, l'Atlético Madrid. De dérouler contre le Barça et puis derrière de prendre une fessée contre le Rayo Vallecano. Quoi. Donc à voir. Mais ouais, en tout cas, ces 2 affiches, moi je vous dis, affaire à suivre. Ça peut être assez intéressant. Mercredi, ce sera sexy. Et mardi, entre Dortmund Atalanta, Monaco PSG et Benfica Real. Ça, c'est des matchs de 21h. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que ta télé Où va-t-elle t'emmener? Je pense que je vais me refaire un Benfica Real Madrid. Ah, ok. Un Benfica Real Madrid. Après, j'avoue que c'est toujours le truc un peu dérangeant d'avoir des équipes du même pays en Coupe d'Europe. Ouais, Monaco-Paris. Donc ça me déçoit un peu d'avoir un Monaco-Paris. Je pense même pour eux et pour les Français, c'est un peu frustrant de se dire voilà. Mais c'est comme ça, comme l'année dernière. Comme l'année dernière, Paris ça avait joué Brest et avait déjà joué une équipe de Ligue 1. Mais voilà, Benfica Real Madrid pour moi. Benfica Real Madrid plutôt. Moi, étant un peu fan du Paris Saint-Germain, ce sera Monaco-Paris, mais je vais zapper. On a beaucoup parlé durant ce sujet.
On va pas parler de Toon parce qu'on n'a plus trop le temps. Mais de toute façon, le feuilleton continue Feuilleton la semaine continue. prochaine. Je voulais juste entendre un petit peu sur le Japon. Le Japon qui a mis une nouvelle règle dans son championnat. À savoir que si un match se termine à un match nul au bout de 90 minutes, on envoie une séance de tir au but. L'équipe qui gagne la séance de tir au but prend 2 points. Celle qui la perd prend 1 point, le point du match nul. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette règle instaurée au Japon? C'était Bien, pas bien? je me rappelle plus. Ça te hype? C'était une règle qui t'avait instauré, enfin qui veut le tenter pour, je crois, l'anniversaire du championnat ou quelque chose comme ça. Je crois que Ah c'était oui, ça. c'est possible, c'est possible. C'était pour une occasion J'ai particulière, cette comme info. ça, il me semble. Donc Oui, c'est ça, une Liga centenaire. voilà, voilà. Centenaire. Voilà, donc il me semblait bien que c'était pour Ouais. célébrer Exact, bien vu. cet événement qu'ils avaient voulu marquer le coup avec cette nouvelle règle et ce nouveau système de points pour le championnat. Ouais. Écoute, moi je pense que c'est toujours intéressant quand, comme on parlait avant par exemple de la Formula Champions League où ça a été réfléchi. D'ailleurs, au donc, passage, excuse-moi de te couper, ils ont aussi changé la formule. Ils vont passer en conférence comme un peu aux States, Est et Ouest. Là, ce sera. Je pense pas, c'est plutôt Nord-Sud. C'est Nord-Sud peut-être. Hein. C'est possible, vu comment le Japon est coupé, je pense que c'est en Nord-Sud. Et à voir, Voilà, donc, à voir. Excuse-moi de t'avoir coupé. Donc, je pense que ça peut être. Il faut avoir cette envie. Je pense que les dirigeants du foot doivent toujours avoir cette pensée et de réfléchir et de. Plus de spectacles. On cherche toujours plus de spectacles. C'est ce qu'on l'a vu avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui va dans ce sens-là. C'est ça. Il faut essayer de trouver une formule à chaque fois qui joue, parce que c'est vrai qu'on ne regarde plus le foot de la même façon qu'il y a plusieurs années. Je pense que nous, on parle avant de la Serie A, des années 90, début 2000 et compagnie. Voilà, la consommation du foot, elle est différente maintenant. Est-ce qu'il y en a presque trop, en fait? Non, je pense qu'on est arrivé à une période une époque où les gens, ils ont plus l'habitude de consommer des gros formats. Et on a besoin de suivre sur des petits éléments, sur des petits highlights, des petits réels, voilà, sur des formats courts. Et peut-être que le format de 90 minutes marche plus autant ou est peut-être un peu difficile à suivre. Comme tu dis, peut-être le nombre de matchs aussi accentué, ça joue aussi. Peut-être. Mais tu vois, c'est tout bêtement quand Gérard Piqué il te lance la Kings League, il sait que les jeunes ne suivent moins. Il s'est dit, il faut rendre le truc un peu attractif, donc je vais faire un jeu, un football qui ressemble à un jeu vidéo, avec toutes ses règles, ses formats. Et ça marche super bien. Alors, ça ne remplacera pas le foot. Et j'espère pas dans un sens. J'espère pas non plus. Même si, Dieu nous en garde. Même si pour avoir regardé, c'est assez drôle comme format et c'est vraiment sympa. Mais pour revenir à Piqué, moi justement, je trouve que c'est intéressant ce qui est fait au Japon. Mais je vais revenir donc sur ce que disait Piqué. Mais je sais pas, je trouve que ce serait un peu contre-productif pour moi, parce que ça veut dire que si je suis une équipe un peu moins bonne, je vais chercher le match nul, je vais défendre un maximum, je vais prendre 1 point et je peux reprendre 1 point de plus si je gagne mes tirs au but. C'est pas forcément pour accentuer le beau jeu, la volonté de plus récompenser l'équipe qui est plus joueuse, qui a plus envie d'aller de l'avant, qui met ses moyens pour gagner son match. Je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose qui pourrait faire un peu plus mal au foot, dans le sens où, comme je te disais juste là, ça donne plus l'occasion de fermer, de mettre le bus, de tout faire pour avoir son point. Et je peux gagner en plus 1 point en plus parce que je tente. En fait, j'ai rien à perdre, j'ai 1 point sûr. Et en plus, derrière, je peux gagner un 2e point sur ma victoire au tir au but. Donc, je suis pas très fan. Mais à l'inverse, on peut rétorquer que l'équipe qui aura tenté et qui n'a pas réussi à avoir plus que le point, sur la séance de pénalty, elle peut en prendre 2 au lieu d'1. C'est un moindre mal. C'est vrai aussi. Si je me fais l'avocat du diable. Si on le reprend de ce côté, bien sûr. Mais j'ai envie de dire que pour moi, c'est contre-productif. Et je pense que dans un sens, l'équipe n'a pas réussi à faire le nécessaire. J'ai envie de dire tant pis. Grand bravo à l'équipe qui aura défendu. Parce que défendre, c'est aussi un style de jeu. Ça fait aussi partie du jeu. Et c'est que tu n'as peut-être pas fait les choses assez bien pour remporter ton match.
Et surtout qu'on est dans un système de championnat et pas dans un système de tournoi à phase éliminatoire, un match à élimination directe. Donc, je sais pas. C'est vrai qu'après, dans les sports comme le hockey ou le basket, on doit terminer avec un vainqueur. Ça a réfléchi au niveau après du foot. on est sur des sports où le nombre de points est beaucoup plus grand. Alors, il peut y avoir du 0-0 en hockey, ce qui est quand même plutôt rare. Mais sur le basket, tu vois, on finit avec beaucoup de points. Et c'est vrai que le foot, c'est l'un des seuls qui peut se finir en 0-0. Tu peux gagner sans marquer de but. Une séance de tir au but après. Ouais. Parce que c'est pas. Bah, on peut pas garder cette spécificité-là, même si elle est pas belle. Hein. C'est vrai. Mais tu peux aller au handball, c'est pareil. C'est Au handball, vrai. c'est pareil. C'est ça. Tu peux aller faire match nul, tu peux aller taper des prolongations, ça continue et on finit par une séance de tir au but avec des jets de 6 mètres. Mais pour revenir à Piqué, lui, je trouve que j'aimais beaucoup plus son. Alors, il dit pas toujours des trucs très. Il vend son produit. Hein. Ouais, il vend son produit, mais il dit pas toujours des trucs très pertinents. Mais pour le coup, j'ai trouvé intéressant. Pour lui, il estimait que ce serait intéressant que les équipes qui jouent, comment dire, on met toujours les 3 points en jeu, mais si une équipe gagne, bah, elle prend ses 3 points. Mais par contre, s'il y a match nul, lui il partait du principe qu'aucune équipe ne prendrait de points. Ok. Un 0 point. En fait, c'est comme une défaite au final. En fait, c'est qu'on on neutraliserait ces points. Et puis, en fait, bah, c'est le truc de il faut se battre, les gars, pour aller gagner. Quoi. Ouais. Donc, lui, il coupe pas la poire en deux. Quoi. Non, lui, carrément, il va direct. Quoi. Une défaite ou un nul, ça revient au même. Mais c'est vrai que ça pousserait les équipes à aller de l'avant et à essayer de gagner. Ouais, ou alors, attends, peut-être que il faudrait vérifier, mais c'était quelque chose dans ce style où, en fait, il réfléchissait à se dire, est-ce qu'on devrait couper la poire en deux et donner un point, il y a un point qui serait donné à personne. Bah non, tu vois, pour lui, ce serait plutôt du genre, t'es incapable de gagner, tu prends pas tes points. Quoi. Imagine, tu joues contre un plus fort et tu prends un nul au lieu de perdre, tu vois. Ouais, c'est sûr. Il faudrait récompenser. Mais c'est comme... c'est Roland Courbis qui en parlait beaucoup. C'est une époque qu'on n'a pas trop connue, la victoire à 3 points. Moi, je trouve que c'est une connerie. Qu'ils sont passés de la victoire à 2 points, elle est passée à 3 points. Et du coup, ça a aussi poussé les équipes à gagner. Parce que voilà, tu gagnes 3 points, ça te permet d'aller plus loin, plus vite. Est-ce qu'au final, ça a changé beaucoup de choses par rapport à la victoire à 2 points? Je sais pas trop, au final. Au final, il y a peut-être aussi... ouais, ça crée peut-être un peu plus de fossé. Puis il y a peut-être cette question, justement, de ce fameux point, quand on fait le match nul, à qui il va? Il va à personne. Ah oui, il va aux deux. Donc, ouais, mais il reste quand même... théoriquement, il y a 3 points en jeu. Il y en a un qui prend, il y a un point qui reste sur le côté. Ouais. Donc, ce serait terrible sur les dernières journées de maintien, par exemple, où tu joues, tu fais match nul et tu prends 0 points. L'autre, elle perd, elle prend 0 points aussi. Enfin, il y a un côté peut-être un peu moins éthique, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est sûr. Mais... Ah non, mais... Attends, je vais la reprendre parce que je me suis un peu trompé. Mais en fait, ils mettaient 0 points pour les deux équipes sur des 0-0. Ah, ça, c'est différent. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait là pareil. où je trouve assez fort. Ouais. C'est justement cette volonté de... On resterait sur le match nul, 1 point tout le monde. Ouais. Mais en cas de 0-0, personne ne prendrait de points. Okay. Et là, je trouvais intéressant. C'est un peu différent. Parce que c'est la volonté d'attaquer. Et... Ouais, là, ça change la donne. Je suis désolé pour ce petit... Pas de souci. Bon, tu sais qu'il y a des matchs où t'as beau avoir 150 occasions, tu marqueras jamais. Tu connais ce genre de match? Ouais. T'es coach en plus. T'as ton équipe, elle joue, elle frappe de tous les coups, elle marque pas. Ouais, mais en général... 0-0. En général, on a très peu de matchs comme ça. C'est Quand vrai. il y a 0-0, c'est vraiment qu'on n'a pas été... mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver des matchs où tu as l'impression que tu as joué 3-4 heures et ça rentrera jamais parce que le gardien, parce qu'un joueur qui te la sort, les montants, et tu te dis, mais en fait, j'y arriverai jamais. Ouais. Bien sûr que ça peut arriver. Mais je pense que, voilà, en tout cas, peu importe concrètement les idées qui sont proposées par Piqué ou par la Ligue japonaise, mais je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions et de toujours se dire comment on peut faire pour que ce jeu reste dynamique et spectaculaire. Parce qu'on faisait un peu rapidement le parallèle avec des sports comme le basket, qui sont des sports
où on a beaucoup de petites séquences comme le football américain et les gens arrivent un peu plus à suivre et il y a un côté spectaculaire. Bon, c'est un jeu de séquence. Ouais, le foot est un jeu, on va dire, plutôt linéaire. Mais... Ou le handball est un peu entre les deux. Ouais, ouais, c'est vrai. Au final. C'est vrai, mais justement, ça va être intéressant de... C'est intéressant, il faut à chaque fois avoir cet esprit. Wenger était en train de réfléchir aussi par rapport au hors-jeu. Est-ce qu'il faudrait pas... Ouais, alors je te dis pas je suis pour ou contre pour le moment, mais là, réfléchir un peu. En tout cas, pour moi, c'est intéressant d'avoir cette question. Comment... Imaginons si on devait mettre son système, est-ce que ça justement, ça nous ferait défendre encore autrement un Barça d'Hansi Flick ne jouerait peut-être et certainement pas comme il joue actuellement. Donc ça te ferait rebouger les choses. Alors, si je donne mon avis, je suis d'accord avec toi. Ça m'emballe pas. Pour moi, je te dis juste qu'en fait, ça juste repousse une limite d'une règle. Ça veut dire qu'au lieu qu'on compte que tu es hors jeu là, tu es hors jeu là. Enfin, alors ça peut peut-être faire plus de buts, mais en soi, c'est juste que repousser les limites. Parce que de toute façon, cette règle du hors-jeu, elle doit rester. Oui, bien sûr. Je trouve qu'elle est intéressante. Ouais, bien sûr. Elle permet aussi d'avoir des stratégies défensives, d'enseigner l'art de la défense aux petits, tu vois, ce qui est important. C'est vrai. Mais tu vois, par exemple, si on reprend une très vieille règle, je sais pas si tu te rappelles quand tu as eu justement ce fameux changement de on pouvait faire la passe en retrait au gardien qui la prenait des mains. Bien sûr. Et maintenant, ça n'existe plus. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai vu ça, j'étais presque outré quand j'étais gamin. Et en fait, elle est intéressante, quand tu réfléchis, tu te dis non, mais en fait, c'est vrai que ça a changé tout le jeu. Et en fait, on te cassait le truc. Je gagne, je renvoie mon ballon au gardien à chaque fois. Et il la garde. Il la garde 6 secondes, il me la renvoie, je lui la renvoie. Donc, il y a ce truc d'anti-jeu. Et en fait, c'est tout con, mais ils ont réussi avec ce petit réajustement d'amener quelque chose au jeu. Et derrière, tu sais que maintenant, quand tu joues ton ballon avec le gardien, c'est plus la même si tu lui donnes des pieds. Par contre, tête et poitrine et compagnie, tu arrives encore à la reprendre des mains. Mais c'est clair que maintenant, ta façon de jouer avec le gardien est différente. Et on l'a vu avec l'évolution du jeu. Maintenant, tu as des gardiens qui jouent au ballon, qui jouent au pied. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est vrai qu'après, ça a développé le jeu au pied du gardien. Ça a totalement... Aujourd'hui, Servette, on peut dire quelque chose. On n'a pas de beau gardien au pied. Ouais, on n'ira pas sur ce terrain-là. Mais tu vois, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'il faut réfléchir parce que certaines règles, certains petits réajustements, ils peuvent changer le jeu et permettre à ce qu'on retrouve un jeu spectaculaire et qui donne envie d'aller au stade, qui donne envie de regarder les matchs à la télé. Et ça peut être des petits éléments comme ça qui font des grandes différences dans le jeu. Donc à voir, à suivre. À suivre. On va suivre ce qui se passe au Japon et voir si ça donne un peu plus de jouerie. Il faudra presque qu'on regarde un match en fait du championnat japonais. Ouais, un match et regarder un peu les dynamiques et voir si sur la durée, justement, ces équipes se donnent tout pour pas se retrouver dans ce cas de jouer les tirs au but, quoi. Effectivement. C'est sur ça qu'on va conclure, mon très cher Mohamed. Yes, merci à toi d'être venu pour cet épisode. C'est parfois intéressant. On n'a pas le temps de parler de tous les sujets parce qu'on parle beaucoup aussi. Et c'est bien ça le plus principal. Une prochaine, de toute façon, on suit le feuilleton Toon presque chaque semaine. Et puis voilà, merci à tous de nous écouter et vive le football. Ciao, ciao. Allez, ciao.